Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être sur Ténéré et sur cette nouvelle émission que vous propose la télévision Ténéré. En effet, dans ce tourbillon d'événements, d'actualité, toutes les questions que se posent les Nigériens vont être abordées par l'émission L'Interview qui reçoit pour son premier numéro le ministre des Affaires étrangères du Niger, mais surtout le président du PNDS Tareya, monsieur Bazou Mohamed. Bienvenue. Monsieur le président du PNDS Tareya, bonjour. Enfin, bonsoir, on va être en télé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Cette affaire de bébés dits importés ou trafiqués, on a l'impression que c'est carrément l'affaire de votre régime. Comment ça? C'est-à-dire que vous en faites quand même une affaire, on a l'impression que vous en faites une affaire pour éliminer, on va dire, un adversaire politique. Mais je ne le pense pas du tout. Je ne vois pas comment vous pouvez faire une telle assertion. Vous n'avez jamais entendu un quelconque de nos partis politiques en parler. Je me suis, en tant que président du PNDS, Tareya, de propos délibérés gardés, d'en parler. J'ai eu pourtant quelques occasions à cet effet, simplement parce que c'est une affaire judiciaire, de surcroît une affaire qui a à voir avec l'intimité de personnes qui ont le droit à la protection. Et pour ces raisons-là, nous nous sommes gardés d'en parler, a fortiori l'instrumentaliser. Mais malheureusement, c'est une question en soi et au regard des personnes qu'elle implique à forte charge médiatique, pour ainsi dire. Et enfin, malheureusement, un des concernés, en l'occurrence le président Hama-Amadou, a voulu l'instrumentaliser pour faire une grande campagne avec beaucoup de tapage, et cela, me semble-t-il, ne lui rend pas service. Mais votre volonté tout de même d'écarter, d'affaiblir politiquement le président du Moren Falloumana, c'était clair, vous l'avez même dit. Si, comme adversaire politique, nous avons une occasion d'affaiblir quelqu'un qui, lui, n'a jamais fait mystère de sa volonté de régler notre compte, nous sommes dans notre bon droit. Je pense que c'est de bonne guerre, comme on dit. Si cette affaire-là pourrait contribuer à l'affaiblir, c'est tant pis pour lui, parce que comme homme politique, il n'avait pas le droit de faire certaines choses. Là où nous sommes, nous avons le devoir d'être des modèles. Et il y a des choses qui nous sont interdites. Lorsque nous avons la faiblesse de ne pas nous en prémunir, nos adversaires n'ont aucune raison de ne pas, n'ont aucune occasion, n'ont aucune raison, pardon, de nous rater. Donc cette affaire tombe pile au bon moment, on va dire comme ça? Si on veut comprendre les choses de cette façon, on en a le loisir. Alors, cette question, est-ce que le régime a peur du président Hama-Amadou? Pourquoi aurions-nous peur du président Hama-Amadou? Posez-vous la question. Alors pourquoi vous l'accusez de vouloir fomenter un coup d'État? Nous avons dit au mois de mai qu'il y avait eu de la part de son parti et de lui-même par conséquent une volonté de déstabiliser le régime qui s'est traduite à travers un certain nombre d'actes concrets les 17, 18, 19, 20 mai passés. Ce sont des faits que tout le monde a pu observer, dont nous avons tous été témoins. Nous n'avons pas inventé l'attentat contre le domicile du député Ben Omar. Nous n'avons pas inventé la manifestation très violente des étudiants. Nous n'avons pas inventé l'attentat contre le siège de notre parti et le domicile du ministre de l'Emploi. Nous n'avons pas inventé les manifestations de rue dans la ville de Niamey. Ça, ce sont des faits réels qui entrent dans le cadre d'une entreprise sur laquelle nous avons beaucoup d'informations, sur laquelle nous avons beaucoup de preuves, et c'est tout. Mais les preuves, on ne les a toujours pas vues, monsieur le ministre. Elles sont en possession des juges
juges qui instruisent cette affaire et les personnes impliquées sont pour le moment en liberté provisoire. Alors, est-ce que lui, Mamadou, a raison d'avoir peur du régime? Il n'a pas raison d'avoir peur du régime au sens où il devait fuir le pays s'il n'avait pas tort dans l'affaire d'enfants trafiqués. Parce que tout simplement, il n'y a personne en prison pour ses opinions politiques dans ce pays. Et ça ne s'est même jamais passé au plus fort des régimes qui n'avaient rien de légitime et qui n'attendaient pratiquement rien du peuple. Nous n'avons pas assisté depuis 1990 à tout le moins à des assassinats et à des choses qui auraient pu faire peur à des hommes politiques. Mais je voudrais, si vous le permettez, faire quelques remarques sur la posture qu'affectionne M. Hamamadou lorsqu'il est en difficulté. À chaque fois qu'il est dans l'opposition, et il est le seul en cela, il n'a de cesse d'accuser le pouvoir de vouloir l'assassiner. Nous avons passé plusieurs années dans l'opposition. Vous n'avez jamais entendu M. Issoufou dire que le pouvoir veut l'assassiner. Pas davantage qu'aujourd'hui, vous n'entendriez dans la bouche de Seyni Omar, de Mahaman Ousmane, de Mamadou Tanja ou de tout autre homme politique de telles accusations. Lorsque nous étions au pouvoir de l'AFC, avec comme président de la République son ami d'aujourd'hui, M. Mahaman Ousmane, et qu'ils avaient voulu faire ce qu'ils appelaient la désobéissance civile, Hamamadou a toujours pris la précaution d'être à l'étranger, de peur qu'il ne soit assassiné. Toujours, à chaque fois qu'il y a eu une manifestation, il n'a jamais été présent ici. Lui et moi, nous avons été commis pour être en Europe à la veille de la journée d'initiative démocratique du 11 janvier 1997. Nous avons voyagé par Air Afrique, lui et moi, sur Paris, et nous devrions assurer un certain nombre de contacts en Europe de nature à couvrir les manifestations que nous nous préparions à organiser et à entreprendre la campagne d'information nécessaire pour assurer la protection des personnes qui, de notre point de vue, devaient fatalement être arrêtées. Il y a eu la GID. Les personnes en question ont été arrêtées. Tous nos chefs avaient été arrêtés. Nous avons fait ce travail, lui et moi, en France et ailleurs. Tout cela avait duré moins d'une semaine. Tout ce qui avait été arrêté avait été libéré. Je suis rentré, après avoir voyagé le 9 janvier 1997, le 17, une semaine après, parce que tout était fini, tout était entré dans l'ordre. Hamamadou, lui, il est rentré le 13 avril seulement. Pour ce qu'il a fait avec moi en France, il craignait qu'en revenant, on l'arrête. Il a passé tout son temps à se balader en Europe et dans les pays de la côte. Tantôt au Bénin, tantôt au Togo, tantôt au Burkina Faso, à regarder au Niger pour voir ce que le général Barré peut faire ou peut ne pas faire. Et le jour où il est venu, le 13 avril, il est venu accompagné d'un ami du président Yadema, par ailleurs ami du président Barré. Et il est venu montrer patte blanche. Le lendemain, sans que le président Tanja en sache quoi que ce soit, il est retourné dans le cargo qui transportait les moutons, envoyé par le général Barré au général Yadema, qui, à son retour, a craché ici à l'aéroport de Niamey, à Soreille, à côté de l'aéroport de Niamey. Ça, c'est 1997. Et vous vous souvenez des accusations qu'il avait portées contre le général Barré à ce moment-là. Lorsque il est passé dans l'opposition, après que nous l'avons descendu par la motion de censure de 2007, il avait, et ça a été repassé récemment à la télévision nationale pour que les Nigériens s'en rappellent, accusé Tanja de vouloir l'assassiner. Et il avait dit, on s'en souvient également, que Tanja devait l'amener à Zender pour l'y incarcérer et le tuer. Ce qui caractérise les affabulations de Hamamadou dans ce genre de circonstances, c'est ce luxe de détails totalement superflu sur lequel je veux revenir. Il dit que Tanja veut l'arrêter. Il est censé avoir des informations plus ou moins sûres. Mais comment peuvent-elles être aussi détaillées que c'est à Zender qu'on l'amènerait pour le tuer? Récemment, quand nous nous sommes séparés,
Le premier meeting qu'il a tenu après cela, à la rive droite, c'était de dire que Issoufou va le tuer. Et il va utiliser à cet effet un transitaire de Zender. Vous voyez le même luxe de détail et de précision totalement étonnant, mais caractéristique de ces affibulations de façon systématique. Par la suite, on devait l'assassiner avec une poudre de couleur jaunâtre. Et on a remis aux personnes qui devaient le tuer une somme de 40 millions. Là encore, c'est précis, 40 millions. Pas un sou de moins, pas un sou de plus. Enfin, la dernière affabulation, c'est que c'est de Libye que le poison est importé. Et ses effets se feront sentir 5 mois après qu'il aura ingurgité le poison en question. Comment le sait-il? Comment sait-il que c'est un transitaire de Zender? Qu'ils disent qu'on veuille l'assassiner, ça se comprend. Mais qu'il ait ces précisions, c'est étonnant. Qu'ils disent qu'on a donné de l'argent à des gens qui veulent l'assassiner, se comprend également. Mais la précision de 40 millions de francs CFA, ou la couleur jaunâtre du poison, ainsi que la provenance du dernier poison, et de la durée de ses effets, tout cela indique très clairement que ça sort du cerveau de Hama Amadou, c'est sa marque de fabrique, c'est son logiciel qui comporte ce défaut-là, d'être trop précis pour être vrai. Donc, je ne pense pas que nous avons une quelconque raison d'en vouloir à Hama Amadou au point de vouloir le tuer. Tout comme avant nous, aucun régime n'avait eu une intention funeste de ce genre à son égard. Et dans cette affaire d'enfants trafiqués, je l'entends, et ça le dessert malheureusement. Je suis affligé pour lui et affligé pour tous les militants qui ont cru en lui et qui, pour certains d'entre eux, peut-être continuent de croire en lui. De le voir se répandre sur les médias internationaux à parler du ventre de sa femme, de la grossesse de sa femme et des choses intimes de ce genre-là. Il ne devait pas faire étalage de ces choses parce que la morale prohibe un tel comportement. Et je l'entends vouloir faire de démonstrations dans une affaire pourtant simple. Si vraiment ces enfants appartiennent à sa femme, est-ce que vous concevez qu'elles doivent rester un seul jour en prison? Quel est le Nigérien, si modeste soit-il, qui accepterait qu'on vienne de façon injuste lui prendre son épouse, l'amener en prison en disant que ses enfants ne lui appartiennent pas? Qui qu'il soit, ce serait démené, ce serait débattu pour qu'elle ne passe pas une seule nuit en prison. Et pour cela, la chose est simple. Exiger du pouvoir que illico presto, il fasse un test ADN qui permette de certifier que les enfants appartiennent à sa femme. En l'occurrence, et pour ce qui le concerne, je voudrais au nom du gouvernement lui dire que nous sommes prêts, totalement prêts, à ce que cette affaire-là finisse et de la façon la plus simple et rapide possible. Étant en France et faisant confiance, comme il l'avait dit récemment à la justice française, il doit pouvoir faire confiance à l'ordre des médecins français et au laboratoire français. Qu'ils prennent contact avec l'ordre des médecins français. Je parle au nom du gouvernement. Que l'ordre des médecins français ou l'ordre des médecins de n'importe quel autre pays, mais français surtout, puisqu'il est là-bas et qu'il a confiance à la justice française, que l'ordre des médecins français ou toute institution compétente et appropriée commette un laboratoire qui vienne faire les prélèvements ADN nécessaires. Si, comme il le dit, ces enfants appartiennent à sa femme, en un seul jour, on le saura. Et le gouvernement est prêt? Le gouvernement est prêt. Et l'affaire finit totalement. Il n'y aura plus de poursuites contre sa femme. Il n'y aura a fortiori plus de poursuites contre lui. Et nous en aurons terminé avec cette affaire qui nous gêne tant, nous tous, nous aussi comme lui, parce que ce n'est pas, je vous assure, honorable qu'une personnalité de ce niveau
continue à faire un tapage médiatique sur des questions qui lui sont très intimes et qu'il expose comme ça à la face du monde. Monsieur le Président, vous qui êtes ministre des Affaires étrangères du Niger, ces derniers temps, vous devez avoir beaucoup de travail à expliquer à nos partenaires justement ces accusations graves d'assassinat. Le président de la République veut l'assassiner. De l'autre côté, du coup d'État, nos partenaires doivent vous poser beaucoup de questions. Pas du tout. Alors, je vous assure que je n'ai jamais rencontré un seul diplomate avec qui j'aurais parlé de ces questions-là. Tout le monde sait que cette affaire regarde quelques familles. Nous sommes tous malheureux pour elles, qui, en plus de souffrir de n'avoir pas eu des enfants, aujourd'hui se retrouvent séparés en prison. Et tout le monde également sait que c'est une affaire purement judiciaire sur laquelle on peut faire la lumière très facilement avec aucune chancellerie, je vous assure. Et maintenant, quant à ce que peut prétendre faire ou veut faire Mahamadou, c'est des questions dérisoires. Mahamadou est un homme qui ne croit qu'au bras de fer, qui était tout à fait confortablement au pouvoir, avec, je puis vous le dire, des pouvoirs réels. Je l'ai vu exiger du président de la République qu'il enlève, qu'il sorte le procureur général près la cour d'appel de Niamey. Ça a été exécuté. Je l'ai vu exiger ceci, je l'ai vu exiger cela, des choses totalement inconcevables. Mais le président Issoufou, compte tenu de son éducation, de sa politesse, de sa gentillesse, il lui a fait droit à tout cela. Je l'ai vu avec tant de pouvoir, avec tant d'avantages, si confortablement à la tête de l'État. Il y a renoncé simplement parce qu'il a fait des calculs erronés. Et aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation-là. Si il avait été sage et si il s'était contenté de ce que Dieu lui a donné comme sort et qui est enviable, je vous assure, aujourd'hui, il n'en serait pas là. Mais il est ainsi fait, le pauvre, de vouloir beaucoup plus qu'il n'a, et ça peut le conduire à sa perte. Alors, Monsieur le Président, comment expliquez-vous votre absence, le Président de la République, vous-même, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, pendant que tout le processus de son mise en accusation jusqu'à sa fuite ou son départ, comme vous voulez? Mais je n'étais pas à Niamey parce que nous sommes tous en congé. C'est la preuve que c'est une affaire banale, routinière, qui regarde le doyen de juge. Est-ce que ce n'est pas l'impression que vous voulez plutôt donner? Non, pourquoi? C'est une pure coïncidence en l'espèce, mais c'est en même temps la preuve, tout simplement, que c'est une affaire de justice totalement routinière. Totalement routinière. Votre absence, ce n'est pas vraiment parce que vous êtes gêné que c'est... Mais pourquoi nous serions gênés? Vous pensez vraiment que nous pouvons être gênés par une démarche qu'entreprend, parce que le moment est arrivé, un juge qui est en charge d'un dossier, qui connaît son évolution en fonction des délais qui sont parfois et des circonstances qui sont liées à l'affaire en question. Toujours concernant cette affaire, monsieur le Président du PPNDS Taraya, aujourd'hui, Abdoulabo garde prison. Comment arrivez-vous à le convaincre qu'il est encore un ami, qu'il est encore votre allié politique? Et il n'est pas en prison parce que nous l'avons accusé de déloyauté, parce que nous avons porté contre lui des accusations qui concernent notre gestion de l'État. Il est en prison en vertu d'une affaire dans laquelle il est impliqué sans que cela ait à voir avec ses responsabilités de ministre. Cette affaire, parce qu'elle est détachable justement de sa fonction de ministre, a permis qu'il ait pu être arrêté sans qu'on ait eu besoin d'un acte quelconque de la part du président de la République ou du gouvernement. Mais c'est là justement que les gens saluent votre génie, le génie du régime, à vouloir faire tout pour séparer cette affaire de... C'est extraordinaire. C'est parce qu'elle est séparée. Mais si Hama Amadou n'avait pas été accusé d'avoir été complice de sa femme, soupçonné d'avoir acheté des enfants au Nigeria, rien ne lui serait arrivé non plus. Pourquoi nous n'avons pas arrêté un autre ministre?
Pourquoi du moins la justice? Pourquoi la justice ne s'est-elle pas intéressée à un autre ministre? Elle s'est intéressée au seul ministre dont la femme est allée au Nigeria et revenue avec un enfant. Excusez-moi de parler de ces choses-là. J'en suis franchement gêné. Abdoulabo étant un ami, un collègue. Mais il n'a pu être dans cette situation que dans la mesure où un juge a porté de soupçons contre lui, consistant dans une complicité avec son épouse. C'est tout. Donc ce n'est pas vraiment, il n'est pas le prétexte pour atteindre Mamadou, comme cela se dit. Pourquoi le serait-il? On n'avait pas besoin de lui. Et s'il était célibataire, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et s'il était célibataire, on l'aurait quand même, pensez-vous, arrêté? Ou bien on aurait inventé un autre bouc émissaire dont la femme ne serait jamais allée au Nigeria, à plus forte raison amener un enfant. Il n'a pas été sacrifié. Pourquoi le serait-il? Il nous est trop cher, Abdoulabo, pour que nous le sacrifions. Il a été un grand camarade à nous. Nous avons combattu avec lui dans le cadre de la CFDR et nous n'oublierons jamais sa participation à ce combat. La posture courageuse qui a été la sienne d'accepter même de faire éclater son parti parce que simplement il pense que c'était éthiquement la seule attitude à avoir vis-à-vis du comportement du président Mohamed Ousmane. Alors, il se sûr que maintenant que vous avez pu finir momentanément avec Ama, puisqu'il a fui, puisqu'il n'est pas là, il se sûr que, bon, on va arranger une libération pour M. Abdoulabo. Ça, c'est une affaire de la justice. Je vous assure que si vous pensez que le doyen de juge est un homme que nous pouvons manipuler comme ça, ou que la justice de façon générale est à notre disposition pour que nous en fassions ce que nous voulons à notre guise, vous vous trompez. En tout cas, moi, je ne ferai pas l'injure à la justice de penser que elle est totalement à nos ordres. Et cette affaire, une fois de plus, que M. Hamamadou le veuille ou pas, que ses militants et tout ce qui le soutiennent le veuillent ou pas, est une affaire de justice. Et si M. Hamamadou ne s'était pas trouvé dans cette situation où il est accusé de quelque chose de tout à fait lamentable, rien ne lui serait arrivé. Monsieur le Président, toute autre chose à présent, les partis membres de l'ARDR, l'opposition politique, vous accusent de vouloir démanteler leur structure politique. C'est un débat que nous avons fait, vous et moi, déjà, et sur lequel j'ai eu à plusieurs occasions à apporter de nombreuses réponses. Il n'y a pas un plan PNDS pour démanteler le MNSD, le CDS? Pourquoi nous aurions le plan? Vous savez, nous avons été dans l'opposition. Je vais le répéter, je vous l'ai peut-être déjà dit. En 1994, ici au ministère des Affaires étrangères, dans l'auditorium Sani Bako, nous avons un conclave des partis de la majorité de l'AFC à l'époque. Les ministres, Souley Abdoulaye et Abdourahmane Hamma, ministres éminents de CDS, Rahman, m'ont tiré de côté, m'ont amené dans le jardin des Affaires étrangères pour me dire que nous allons changer de Premier ministre. Le président de la République ne peut plus continuer avec son Premier ministre Issoufou Mahamadou. Nous voulons le changer et nous vous proposons d'être Premier ministre à sa place. Je leur ai dit que je trouve qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires internes du PNDS-Taraya parce que ce n'est pas à eux de décider qui doit être le Premier ministre du PNDS-Taraya. Et je trouve, leur avais-je dit, qu'ils sont ingrats de voir les choses de cette façon. Je suis allé avec Massoudou Hassoumi dire au président Ousmane que je décline son offre pour laquelle je ne l'avais pas remercié et profiter pour lui donner le conseil d'avoir un autre comportement vis-à-vis du président Issoufou qui est pratiquement élu. Avec lui, c'était un ticket à 3. Jarmakoui, Issoufou et Ousmane, pratiquement qui avaient été élus, je lui ai dit qu'il doit pouvoir survivre au moins à son premier gouvernement. Nous n'entendions pas en faire un Premier ministre pour 5 ans, lui avais-je dit, mais je trouve que le moment est mal choisi. Je pense que de leur part, c'était une tentative de notre division. Et si j'avais accepté cette offre, je suis convaincu que notre parti aurait été divisé. Nous avons préservé l'intégrité de notre parti parce que tout simplement, nous n'avons pas cédé au chant des sirènes. Croyez-moi que pour avoir été ministre du président Barré pendant 3 mois et ministre éminent des Affaires étrangères, j'ai eu des offres
pour que je reste au gouvernement et continue mon chemin avec le général Barré. J'avais refusé ces offres-là. Il y a eu de la part du pouvoir à l'époque encore une autre tentative de notre division dont j'avais été l'instrument, que je refusais. Et sous Tanja, beaucoup de nos camarades auraient pu tenter, auraient pu être tentés, ils auraient pu prendre l'initiative d'aller faire des démarches, dire venez, nous sommes à votre disposition, donnez-nous ceci ou donnez-nous cela. Nous avons passé par des moments, nous sommes passés par des moments très difficiles. Je voudrais vous dire que l'élection de 2004 a été particulièrement pénible pour nous. Quand je m'en souviens, je suis encore ému. Ça a été une épreuve très dure pour le président Issoufou. Ça a été une épreuve très dure pour nous tous. Nous l'avons assumé. Nous sommes sortis encore soudés. Parce que tout simplement, nous avons un chef qu'il n'était pas possible que nous quittions. Il n'était pas possible que nous nous séparions. Nous sommes restés. Ensemble, oui, il faut que les gens le sachent. Un parti, c'est comme un organisme. Il doit créer lui-même les antidotes aux facteurs de son agression. Et il doit sécréter lui-même les moyens de son immunité. Parce que tout simplement, c'est comme dans la nature. Vous êtes exposé à des agressions. Vous devez y résister. Surtout lorsque vous êtes dans l'opposition. Vous êtes vulnérable. Vous pouvez être en proie à des tentations. À charge pour vous de ne pas y céder. Tout parti qui cède aux entreprises de sa déstabilisation par le moyen de sa division est un parti dont l'immunité n'était pas assurée par la qualité de la gouvernance de ceux qui y président. Un point, un trait. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Si même nous devrions entreprendre la déstabilisation des partis, je l'ai toujours dit, nous serions dans notre rôle. Nous serions dans notre rôle. Encore qu'en l'espèce, nous ne l'avons pas fait. Moi, je suis affligé pour le président Seyni Omar. Je vous assure, je l'ai déjà dit. Lui qui avait commis 3 de ses lieutenants pour discuter avec 3 représentants très proches du président de la République. Cela a duré 2 mois. Ils sont arrivés à des conclusions qu'il avait acceptées lors de ses propres instances de parti et qu'il fasse volte-face. Pour accepter que son parti soit divisé, il est mal placé, lui, pour porter des accusations contre quiconque. Issoufou, à sa place, n'aurait pas commis cette erreur, que dis-je, cette faute. Alors, monsieur le Président, vous gardez quand même sous perfusion des militants de haut rang du MNSD et même du CDS. C'est parce que ils ont été en désaccord avec leurs dirigeants respectifs. Pas parce que vous les avez débauchés. Pas du tout. Parce que M. Albadé, c'est Seyni Omar, c'est M. Seyni Omar qui l'a désigné pour diriger la délégation du MNSD qui avait discuté avec la délégation du président de la République. Ce n'est pas nous qui lui avons dit il faut nous donner Albadé pour que nous discutions avec lui. Ou bien vous n'avez pas approché Albadé pour diviser le MNSD? Nous n'avons pas approché. Il était loisible au président Seyni Omar de désigner les camarades de son parti à qui il avait confiance et qu'il aurait commis pour cette mission-là. Mais Albadé a pensé que, après ce qu'il a pris comme engagement avec la délégation du PNDS, il ne revient pas en arrière. Les hommes sont différents. Mais Monsieur le Président, il y a également des militants des partis membres de la MRN, votre coalition, qui quittent leur parti pour le PNDS, derrière. Ça arrive, malheureusement. Nous ne pouvons rien. Et je ne pense pas qu'il y ait des règles strictes et qui en fassent interdiction. Nous nous comprenons. C'est des choses qui sont gênantes, croyez-moi, mais qui arrivent également. Est-ce qu'on peut nous en faire le reproche? En tout cas, les dirigeants de ces partis qui me connaissent savent que je ne déploie aucun effort à cet effet.
Et ils sont sûrs, ils vous en ont... Je dis, ceux qui me connaissent savent que je ne déploie aucun effort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils ne vous l'ont pas dit? Parlons par exemple du président Chefou qui a perdu le ministre Labo. Labo Boucher qui est devenu... Oui, mais malheureusement, ils se sont séparés avant que Labo Boucher n'adhère au PNDS. Malheureusement, c'est aussi ça. Excusez-moi, ce n'est pas des choses qui me regardent, franchement. Vous qui défendez une certaine éthique politique, pourquoi vous acceptez ces genres de glissements, par exemple? C'est une bonne question. Je pense qu'au plan moral, votre question est très sensée. Au Niger, c'est une habitude. Vous savez, les mœurs, elles se constituent comme ça, à la pratique. Ce n'est pas des choses qu'on a définies. C'est une mœurs politique des Nigériens, même lorsque on est dans une coalition, on quitte un des partis pour l'autre. Et en général, on quitte le moins fort pour le plus fort. Ce sont des mœurs comme ça, sur lesquelles moi, personnellement, j'ai mon opinion, que je n'ai peut-être pas le droit d'exposer, mais je le constate. Monsieur le Président, restons toujours dans cette question d'actualité. La présidentielle 2016 a considéré qu'il n'y a pas de ténor qui ne soit pas candidat, Ousmane également. Quelle serait la crédibilité d'une élection qui priverait le président Issoufou d'un vrai challenger? Ce serait dommage que le président Issoufou n'ait pas de vrai challenger. Moi, comme président du parti, j'aurais été encore plus enthousiaste si le MNSD était un, si le Lumana était un, si CDS était un. Votre victoire serait plus... Ah oui, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous aurions, en le vainquant, triomphé avec beaucoup de gloire. S'il ne devait pas être uni, s'il devait être divisé, s'il devait être en lambeaux ainsi que cela se dessine, et si nous sommes tous en vie et que nous devions gagner ces élections, évidemment, l'élection n'aurait pas le même piment ou n'aurait pas le même sel. C'est clair, il faut souhaiter, et personne ne peut prédire de quoi l'avenir est fait. Il faut souhaiter que ces partis se retrouvent, qu'ils refassent leur unité autour même de leur leader d'hier, Seyni pour le MNSD, Hamma pour le Lumana, Ousmane pour le CDS, et que nous ayons une bonne élection. C'est ça notre vœu, et personne ne peut aujourd'hui dire avec certitude qu'elle n'en serait pas ainsi. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous envisagez tout de même une victoire au premier tour? Il est difficile de bouillir les marmites de l'avenir, j'ai l'habitude de dire. Pour le moment, le paysage politique n'est pas définitivement fixé. Mais une victoire au premier tour est quelque chose de plutôt difficile. Le président Issoufou avait 36,5% de voix. Je constate que le président Tanja avait été élu au premier tour de 99 avec 32% de voix. L'élection d'après, après qu'il a exercé 5 années de pouvoir, il s'est retrouvé avec 40 et quelques pourcents, 41%, mais semble-t-il, il a eu 10 points. Considérons que les 10 points sont le bonus qu'on donne à celui qui occupe le fauteuil du président de la République. Il n'est pas impossible que Issoufou se retrouve avec 46%, ce qui n'est pas loin de 50%, mais on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, et ce sont par conséquent de spéculer inutilement. Monsieur le Président, l'actualité, c'est également le mont Greboun. Est-ce qu'en l'inscrivant comme matériel militaire, comme le disent les gens de l'opposition, est-ce que vous voulez que ce marché échappe à tout contrôle? Comment peut-il échapper à tout contrôle? Nous avons une majorité à l'Assemblée nationale. Vous pensez que nous avons besoin de maquiller quelque chose vis-à-vis de notre majorité? Cet avion est géré par le ministère de la Défense. Voilà, c'est un détail. C'est totalement dérisoire vouloir faire des chicanes sur cette question. Je trouve qu'on manque tout simplement d'arguments. Excusez-moi, c'est un peu pitoyable quand même comme posture. Alors, pourquoi Mont Greboun et non pas le Mont Magasin? Pourquoi le nom Je n'en sais rien. Je n'ai pas été mêlé à la réflexion qui a pris cette décision. Alors cet oiseau, il est très beau. Mais est-ce que pour son âge, il n'est pas un peu cher? Je n'en sais absolument rien.
Alors, Monsieur le Président, vous avez également décidé de vous faire un beau cadeau, un siège que vous comptez construire ici même à Niamey, toujours au quartier, on va dire, Zabarkan. C'est un caprice ou c'est une nécessité? Bah, c'est une nécessité, tout simplement. Tous les partis qui ont été au pouvoir l'ont voulu et nous n'avons jamais jeté la pierre à ces partis d'avoir voulu construire des sièges. Le CDS, d'après ce que nous en savons maintenant, avait démarché les Koweïtiens, avait eu l'argent, ils auraient pu le construire, ils avaient eu suffisamment de fonds pour le faire. Le MNSD, à grande pompe, est allé poser sa première pierre, ainsi que moi je l'ai fait. Ils avaient reçu même de l'argent du Soudan, croyez-moi. Ça n'a pas été fait. Je pense que ce n'était pas des faits de caprice de leur part, pas davantage que pour nous. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Et moi, je mets un point d'honneur à le faire pour, une fois de plus, marquer la différence d'avec ces partis-là. Alors, Monsieur le Président, les Nigériens se demandent quel monument va orner la place de la concertation. Je n'en sais absolument rien. Je l'ai lu hier dans un journal. Ça n'a jamais été une affaire que nous ayons discutée en Conseil des ministres, du moins pas en ma présence. Aujourd'hui, après 3 ans de pouvoir, quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est que nous ayons un pays uni et en paix. Croyez-moi que pour moi, comme ministre des Affaires étrangères, qui suis souvent dans les forats où on discute des questions de sécurité et des problématiques sécuritaires nouvelles, c'est l'hommage qu'on nous rend le plus. Nous sommes coincés entre le Nigeria, la Libye et le Mali. Et avec cela, les facteurs et le sentiment de sécurité ne font que se renforcer chez les citoyens. Vous savez, c'est en effet un miracle. C'est un miracle. Il y a une étude qui a été faite et qui consiste à demander aux citoyens s'ils se sentent en sécurité. 85% des Nigériens ont répondu qu'ils se sentent en sécurité. Nous sommes alignés avec la Suisse à ce niveau-là. C'est remarquable cela et j'en suis très fier. Et je sais, et je veux que les Nigériens le sachent, que ce n'est pas le fait du hasard. C'est le résultat d'une politique voulue et menée de façon obstinée par le président de la République. Si on devait mettre des données dans une machine intelligente pour lui poser des questions et lui poser précisément la question de savoir quel serait le sort du Niger en 2011 au regard de ce qui s'est passé en Libye et du grand cataclysme auquel le Sahel était promis, je vous assure qu'elle aurait répondu que le Niger sombrerait. Et le Niger est debout. Et rien que cela, c'est suffisant pour m'amener à croire que nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Quel est votre plus grand regret alors? Mon plus grand regret, c'est ce débat sur les enfants trafiqués. C'est le fait que le Lumana ait quitté le pouvoir. Je le regrette. Je suis allé personnellement voir, avant mon voyage sur le Brésil, le président Hama pour lui donner tous les gages. Lui dire, on se retrouve à la Villa Verte. Je te fais toutes les concessions. Et je suis mandaté par le président de la République. Le président de la République lui a envoyé 4 fois le Premier ministre, Brigitte Raffini, le médiateur national, le président du Conseil économique et social, la présidente de la Cour constitutionnelle. Toutes ces personnalités-là lui ont rendu visite. Toutes lui ont dit de ne pas quitter. Il est parti. Regardez ce qui lui arrive. Le pays est tout aussi stable. Et je veux vous dire, il est plus stable qu'il ne l'aurait été si lui était au pouvoir, simplement parce que c'est un homme, même lorsqu'il est avec vous, qui n'est pas des plus accommodants. Et il a été, pour avoir quitté le pouvoir, privé de ses capacités de nuisance qui nous faisaient beaucoup de tort. Mais au plan humain, moi, je suis ainsi fait, malheureusement,
je regrette malgré tout. Pourquoi malheureusement? C'est humain, c'est bien, c'est un beau sentiment. Je n'en sais rien, je regrette qu'il ait quitté. Voilà, mais ce que je regrette le plus pour lui, c'est son sort actuel. Et cette campagne pathétique qu'il mène, avec des arguments qui font que tout le monde le moque. Je parle avec les journalistes. Vous savez, j'ai demandé aux gens de RFI de m'interviewer. Ils m'ont dit, nous sommes disponibles totalement. Surtout quand c'est vous, monsieur le ministre. Sauf que, monsieur le ministre, vous pensez vraiment que vous devez répondre à cela? Vous pensez que vous avez besoin d'argumenter? Ils m'ont dit, vous n'avez vraiment pas besoin d'argumenter. Tout le monde comprend ce qui s'est passé. Voilà. Alors, c'est là votre premier numéro de l'émission L'Interview. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était donc le président du PNDS Taleya, M. Bazoum Mohamed, ministre nigérien d'État des Affaires étrangères et de la coopération. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. Merci.